sagesse du Mahdi, une lumière qui illumine les idées obscures. Elle est le remède aux effets sataniques et maléfiques de l'âme charnelle. Bonjour chers téléspectateurs de la SMTV, la voix du sage. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle émission intitulée La sagesse politique. Une émission centrée principalement sur la politique, notamment la politique saine, imbue de valeur. La sagesse politique a l'immense plaisir de recevoir une invitée de marque, l'éminent professeur Pape Sène, un professeur de sciences politiques, chroniqueur et analyste politique. Et nous avons eu à le suivre à travers sa chaîne YouTube Médina Cheikh Afrique et à travers différents plateaux. Bonjour prof. Bonjour Madame Oumindoy. Nous allons sans plus tarder passer dans le vif du sujet en parlant de la citation de Maulaya Seydi Mohamed El Cheikh. L'imam Al-Mahdi est un homme religieux, mais il n'exclut pas la politique. Cependant, il ne s'agit pas de la politique politicienne que beaucoup de jeunes d'aujourd'hui ont rejetée à cause des déceptions répétitives remarquées chez les acteurs. S'il s'engage dans la politique, il la fera de façon saine. En se basant sur cette citation, on pourrait dire l'ère du Mahdi, une nouvelle facette de la politique. Alors, professeur, nous allons à notre première question. Professeur, quelle lecture faites-vous sur la politique au Sénégal, en Afrique ou bien dans le monde en général? Bonjour Madame Oumindoy. Je voulais d'abord commencer par vous remercier de m'avoir accordé cette interview et remercier également l'équipe technique avec laquelle vous êtes venu pour cette rencontre à l'occasion de laquelle nous allons pouvoir discuter sur le thème que vous venez d'évoquer, qui est un thème d'actualité, mais aussi qui est un thème très important dans la mesure où nous suivons les itinéraires des enseignements et des déclarations de Maulaya Seydi Mohamed El Cheikh, qui pour nous aujourd'hui constitue véritablement la personne qui nous apporte de la lumière dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Par rapport à la question que vous venez de poser, qui d'ailleurs est une question d'introduction d'importance, parce que nous allons devoir parler aujourd'hui de politique, mais dans le sens véritablement positif. Si je devais aujourd'hui parler de la manière dont la politique se configure, aussi bien au Sénégal qu'au niveau de l'Afrique, mais dans le monde en général, je pourrais simplement dire que l'acte politique, en tout cas, est surtout motivé toujours par des intérêts. La politique aujourd'hui se pratique sur la base de calculs fondés sur un intérêt par rapport, n'est-ce pas, à son auteur. Donc, elle consiste à vouloir faire passer un vœu, une idée, une volonté, mais en utilisant très souvent des subterfuges pour pouvoir arriver à ses fins. Et très souvent, donc, ce qui est véritablement déclaré lorsqu'on pratique la politique est différent de la réalité qui justifie, n'est-ce pas, l'action politique en réalité. Donc, je peux donner quelques exemples. Disons l'exemple le plus courant, en tout cas le plus visible aujourd'hui, plus facile à expliquer, c'est les contextes de conflits armés. Parce que le conflit armé aussi est une politique. Tout comme par exemple venir discourir devant une population ou un public est une politique également, mais aussi mener des actions sur le terrain également, ce sont des politiques. C'est une façon de convaincre l'individu de manière à faire passer, n'est-ce pas, ce qu'on souhaite réaliser, ce qu'on souhaite que ça soit en tout cas accepté ou en tout cas matérialisé dans des faits au niveau donc du public qu'on vise. Quand on prend l'exemple du conflit, par exemple, nous tous nous savons ici que les derniers conflits que le monde a connus se sont déroulés avec des justificatifs qui par après ont été démontrés comme étant, je veux dire, fausses. Si on prend l'exemple de la guerre, par exemple, de l'Irak, qui a eu lieu donc en 1991 d'abord et ensuite en 2003, qui était la deuxième partie de cette guerre d'Irak qui a donc abouti à l'assassinat en tout cas la pendaison de Saddam Hussein, le président irakien, mais également à la mort de 1 500 000 personnes au niveau de l'Irak. Mais cette guerre-là a été justifiée par la présence
d'armes de destruction massive qui ont été présentées par les États-Unis et les Américains jusqu'au niveau de la tribune des Nations Unies. Et après la guerre, tout le monde s'est rendu compte que véritablement, l'objectif réel de la guerre, ce n'était pas la présence d'armes de destruction massive dans la mesure où il n'y avait pas du tout d'armes de destruction massive, n'est-ce pas, en Irak. Mais donc le but, la raison réelle de la guerre, c'était autre chose. Donc c'est ça en réalité la politique. Donc que cela soit au Sénégal ou ailleurs, les hommes pratiquent la politique de la même manière. Parce que les politiciens, ils ont toujours des objectifs pour en tout cas atteindre leur but. Et ce qu'ils utilisent, des subterfuges qu'ils utilisent, les ruses qu'ils utilisent, les tromperies qu'ils utilisent, les promesses qu'ils font pour arriver à leur fin, sont toujours en tout cas non conformes à la vérité. Et donc aujourd'hui, c'est comme cela que la politique se configure et se pratique d'ailleurs à travers le monde. Lorsqu'il y a une guerre, si on prend l'exemple de la guerre actuelle, vous savez bien que cette guerre-là est fondée sur une propagande. La partie occidentale est en train de développer sa grande propagande sur la guerre et en général, tout ce qu'ils disent, il faut le prendre par des pincettes parce qu'en général, c'est faux. Mais de la même manière également, la partie russe développe également sa propagande. Et en général, ils exagèrent les choses. Ils disent toujours pas, ils disent pas à chaque fois, en tout cas, la vérité. Mais l'essentiel, c'est que chacun essaie de justifier son action et sa position. Et donc, les gens réfléchissent sur qu'est-ce qu'il faut dire pour sembler avoir la raison de son côté. Donc, fondamentalement, disons, la politique, dans la manière de la pratiquer au Sénégal, en Afrique et dans le monde, n'est qu'une simple, en tout cas, pratique fondée sur le non vrai, fondée sur la parole qui ne se rapporte pas à la vérité, mais juste qui permet d'obtenir l'adhésion du public qui est visé, le public pour lequel cette politique-là est faite. Ça peut être une opinion nationale, ça peut être une opinion internationale, mais l'essentiel c'est de chercher à avoir la vérité de son côté. Donc, fondamentalement, et c'est ça qui fait que la politique aujourd'hui est vue comme quelque chose de malsain. C'est vu comme quelque chose de malsain parce que la vérité n'a pas sa place véritablement dans la politique. Ce qu'il y a la place dans la politique, c'est ce qu'il faut faire passer, l'information qu'il faut dire pour que les gens puissent l'accepter. Que ça soit vrai ou pas, en tout cas, on ne recherche pas la vérité, on recherche juste la manière de convaincre, n'est-ce pas, les auditeurs, les personnes qui sont donc ciblées. Machallah, professeur. À travers vos propos, j'ai eu à entendre parler de la lumière. Vous avez parlé de la lumière que va apporter le Mahdi à travers sa politique. Et aussi, vous avez parlé de tromperie en contradiction. De ce fait, la question que je vais vous poser, c'est comment voyez-vous la politique saine? Bon, la politique saine, c'est le contraire de ce que je viens d'expliquer certainement, dans la mesure où ce que je viens de dire, donc je viens de démontrer que la pratique politique est fondée sur la tromperie, sur le non-vrai, en tout cas, et recherche fondamentalement à dire les choses que les gens doivent entendre pour pouvoir l'accepter, que ça soit vrai ou pas vrai, et très souvent c'est pas vrai d'ailleurs, c'est des choses qui ne sont pas exactes. Mais c'est ça donc la pratique actuelle de la politique et son contraire. Cela veut dire faire une politique où ce qui est déclaré est vrai, faire une politique où ce qui est promis sera effectivement réalisé, et donc le faire également de façon désintéressée. Et aujourd'hui, donc, on sait que la pratique de la politique est fondamentalement intéressée. Quand on fait la politique, on le fait pour un objectif bien défini, donc un but qu'on vise. Et donc, ça veut dire qu'il y a toujours une raison pour faire cette politique-là lorsqu'elle est pratiquée en général, comme ça se fait aujourd'hui. Mais lorsqu'on va maintenant dans le cadre d'une pratique d'une politique saine, alors là, véritablement, c'est tout ce qu'on voit aujourd'hui qui doit être mis de côté. Donc, ce sera une politique d'abord qui est fondée sur un discours de vérité. Et ce discours de vérité-là, il n'y a que les personnes ou la personne qui est sûre de ce qu'il fait, qui connaît à l'avance les résultats de ce qu'il va déclarer, de ce qu'il est en train de dire, qui connaît fondamentalement l'aboutissement réel de ce qu'il prononce, c'est lui qui peut aujourd'hui
mener une politique saine. Dans la mesure où le fait de connaître, le fait de savoir, le fait de maîtriser, n'est-ce pas, l'aboutissement de ce que l'on déclare, l'aboutissement de ce que l'on promet, l'aboutissement de ce qu'on essaie de faire comprendre aux autres, et cela donne une assurance à la personne qui le fait, de façon à ce que lui, il n'aura pas besoin d'utiliser des subterfuges ou bien de dire des choses qui ne sont pas exactes pour arriver à ses fins. Lui, il va clairement dire les choses, comment elles vont se passer, la manière dont les choses vont se dérouler, et comment donc les gens doivent, en tout cas, quelle attitude doivent avoir les personnes, les gens qui l'écoutent, en tout cas, les personnes concernées, pour pouvoir, n'est-ce pas, arriver à ce résultat-là, parce que le résultat est connu d'avance. Et ce qui est difficile maintenant, c'est que les politiciens actuels, ils ne savent rien de ce qu'ils disent. Ils ne connaissent pas les résultats de ce qu'ils disent. Ils ne savent pas ce qui va se passer demain. Peut-être ils peuvent imaginer que telle chose, je vais le faire comme ça va donner tel résultat. Mais comme ils n'ont aucune capacité de savoir réellement ce qui va advenir le moment venu, ben, tout ce qu'ils font, c'est en tout cas des promesses. C'est fondé sur des promesses. Alors que l'acteur de la politique saine, il ne fonde pas son discours sur des promesses. Il fonde son discours sur une connaissance avérée de l'aboutissement. En disant par exemple que, bon, je prends un exemple, cette année, je vais faire de sorte que la faim va disparaître dans le pays dans les 3 ans qui suivent. Donc on atteigne par exemple l'autosuffisance alimentaire. Mais le pratiquant de la politique saine, ce sera quelqu'un qui, à l'avance, va savoir exactement comment, pourquoi et de quelle manière on va arriver à ce résultat. Et il va également avoir la certitude que ce résultat-là sera au rendez-vous le moment voulu. Donc, en ce moment-là, il ne fait pas de promesses, il n'imagine pas des choses qui sont possibles, compte tenu de ça et de ça et de ça, mais il sait à l'avance que le résultat sera donc au rendez-vous, n'est-ce pas, dans l'échéance qui est donnée, donc au moment où, en tout cas, qu'il a donc donné comme date pour réaliser cette autosuffisance donc, alimentaire. Donc vous voyez, c'est-à-dire les paramètres, les paradigmes, je dirais même, des acteurs politiques dans les 2 cas, c'est-à-dire le cas d'une politique saine et le cas d'une politique, bon, on peut l'appeler malsaine. C'est ce paradigme-là qui diffère. Parce que ici, dans le cas de la politique saine, l'acteur politique, il sait ce qui va se passer, il a une connaissance du futur. Alors que celui qui pratique la politique malsaine, il ne connaît pas le futur. Donc tout ce qu'il peut faire, c'est qu'il peut promettre, mais également, il n'a aucun moyen de convaincre la personne à part l'usage de subterfuges, de tromperies, de promesses dont il ne peut pas garantir la réussite. Alors que lui, non seulement il connaît ce qui va venir, mais aussi il peut avoir la possibilité, n'est-ce pas, de faire accepter aux individus qui l'écoutent, aux individus avec qui il parle, n'est-ce pas, ce qu'il est en train de dire. Donc il n'a pas besoin d'utiliser des subterfuges, il n'a pas besoin d'utiliser des promesses qui ne seront pas tenues. Donc il dit des choses dont il connaît la véracité à l'avance, mais également il peut utiliser en tout cas des compétences, des capacités, bon, peut-être on peut les appeler mystiques, de façon à pouvoir amener les personnes à accepter ces déclarations, à accepter ce qu'il dit. Donc je crois que fondamentalement, c'est cette différence-là qu'on peut noter au niveau des 2 façons de mener la politique, et donc de définir une politique qui soit saine et l'autre qui ne soit pas, en tout cas, saine, comme je viens de l'expliquer. Nous avons entendu Seydi Mohamed El Cheikh parler des États-Unis d'Afrique. En ce sens, il a aussi parlé de la diplomatie mystique. Selon vous, quelle sera dans ce cas sa politique pour que cela puisse se réaliser, surtout avec la balkanisation et les barrières linguistiques du continent? Ouais, merci Madame Loy. Effectivement, Maoula Seydi Mohamed El Cheikh a évoqué, disons, le projet des États-Unis d'Afrique. Je pense, si je ne me trompe, à 2 reprises. Également, donc, ce projet-là, évidemment, à l'entendre aujourd'hui, va faire l'objet de questions
pour, je veux dire, tout Africain, compte tenu de l'histoire du continent par rapport aux tentatives, n'est-ce pas, en tout cas avortées, de se réunir et de former un ensemble dans le continent, mais aussi les différentes tentatives, disons, individuelles de chefs d'État qui ont cherché, n'est-ce pas, à développer des intérêts de leur pays. Donc on sait que le continent a subi de la part des puissances coloniales, en particulier de la France, un certain nombre d'assassinats de dirigeants africains qui voulaient simplement développer leur pays, qui voulaient donc défendre les intérêts de leur pays. Parce que le but aujourd'hui de l'ancien colonisateur, c'est de pouvoir continuer à dominer et à exploiter les pays africains. L'exemple le plus récent, c'est le cas du colonel Kadhafi qui a voulu organiser au niveau continental une monnaie unique qui aurait pour mission de en tout cas apporter l'indépendance monétaire au niveau du continent et par-delà donc l'indépendance économique. Un complot et des complots, je dirais, ont abouti à son assassinat par la France et ses alliés. Avec leur OTAN, ils ont donc créé de toutes pièces un conflit en Libye. Ils ont accusé le colonel et ils l'ont assassiné. Et donc, avant le colonel, beaucoup d'assassinats ont eu lieu. Mais également, il y a la question de la balkanisation du continent. Le continent est très balkanisé. Aujourd'hui, le nombre de pays, de tout petits pays créés en Afrique en fonction des desiderata et des convenances des ex-colons, le continent est divisé en micro-États, je dirais. Il y a évidemment quelques grands pays, mais en général, c'est tous des micro-États qui ont des difficultés à pouvoir se développer tout seul. Donc, et cela fait partie des stratégies pour maintenir le continent dans la pauvreté. Bon, au-delà de ça, maintenant, il y a aussi les différences linguistiques. Donc, mais aujourd'hui, par rapport à la langue, on peut donc considérer que les langues étrangères qui sont parlées dans le continent, il n'y en a pas beaucoup. En général, en Afrique, on parle l'anglais, ensuite le français et après le portugais. Donc ce sont les 3 langues étrangères qui sont parlées par tous les Africains. Et je pense que aussi, pour réaliser l'unité du continent, je veux dire la problématique de la langue, ça peut être résolu. Parce qu'il est possible d'apprendre 3 langues dans un cursus scolaire. Donc ça peut être organisé au niveau de l'enseignement. Si aujourd'hui l'Afrique devait être organisée en un seul pays, n'est-ce pas, sous la forme d'une fédération, donc les États-Unis d'Afrique, comme l'a évoqué Maulaya Seydi Mohamed El Cheikh. Par rapport à la balkanisation, ça ne pose pas vraiment de problème. Ça ne pose pas de problème. À partir du moment où l'Afrique décide de s'unir, les pays africains décident de s'unir, et que les obstacles à cette union sont levés, et c'est d'ailleurs le rôle de l'imam al-Mahdi Maulaya El Seydi Mohamed El Cheikh, son rôle ce sera de lever ces obstacles. Les obstacles que l'Afrique a connus, que les dirigeants qui ont cherché à unir le continent ont connus et qui ont fait, n'est-ce pas, qu'ils ont été éliminés, ces obstacles-là, l'imam al-Mahdi va devoir les lever. Il va devoir les enlever de façon à ce que les pays auront la liberté de pouvoir se réunir, de pouvoir unir leurs efforts, de pouvoir unir leurs économies, de pouvoir unir également le système sécuritaire au niveau de la défense, n'est-ce pas, mais également d'avoir une politique commune par rapport à tous les aspects liés à la vie et au développement de leurs différents pays en une seule entité sous la forme d'une seule fédération. La volonté des Africains de se mettre ensemble pour être plus forts économiquement, pour être plus forts, je veux dire, du point de vue sécuritaire, mais donc militairement, pour être plus forts du point de vue donc, culturel également, pour être plus fort également du point de vue social, compte tenu de toutes les valeurs sociales de solidarité, n'est-ce pas, connues dans les cultures et les traditions africaines.
Donc je pense que si les Africains se mettent ensemble, alors ils ont beaucoup plus d'intérêt à surseoir à la question de la balkanisation, parce que la balkanisation, les frontières sont artificielles. Mais quand tu regardes par exemple les peuples africains, les peuples, aujourd'hui les Maliens, les Sénégalais et les Ivoiriens et les Guinéens, les Bissau-Guinéens, les Burkinabés, jusqu'au Niger, mais tous ces peuples-là, c'est les mêmes populations. Donc il y a une transversalité, n'est-ce pas, des communautés, n'est-ce pas, à travers les frontières du continent. Aujourd'hui, quand tu prends par exemple les peuples mandingues, hein, les peuples mandingues qui parlent les différentes langues mandingues, mais tu les trouves jusqu'en Côte d'Ivoire, jusqu'au Burkina Faso, hein, jusqu'au-delà même, jusqu'au Ghana. Donc tu trouves les mandingues dans tout, mais si tu prends les Peuls, mais ils sont dans tous ces pays-là également. Donc vous voyez, donc en général, les populations africaines, n'est-ce pas, se retrouvent dans tous ces petits pays-là morcelés, et donc qui sont morcelés et qui aujourd'hui existent sur la base de frontières qui sont tout à fait artificielles. Maintenant, la volonté de se mettre ensemble. Tous les Africains, moi je vous dis aujourd'hui, surtout au niveau de la jeunesse africaine d'aujourd'hui, on considère que 75% de la population africaine est très jeune. Et tous ces jeunes-là, ce qu'ils veulent, c'est se développer. Ce qu'ils veulent, c'est sortir de la pauvreté. Ce qu'ils veulent, c'est être libre et indépendant. Et donc ça veut dire que se mettre ensemble, avoir plus de force et ne plus recevoir les dictats et les exploitations de l'étranger. Et cela s'appelle les États-Unis d'Afrique. Maintenant, il reste un moyen d'arriver à la réalisation de ces États-Unis d'Afrique. Et c'est en cela qu'aujourd'hui, Maulaya Seydi Mohamed El Cheikh, en tant que l'imam Al-Mahdi, avec tous les pouvoirs qu'on lui reconnaît aujourd'hui, lui, il est le seul capable, n'est-ce pas, de surmonter les obstacles qui font qu'aujourd'hui, les Africains n'ont jamais pu se réunir. Même les chefs d'État et les présidents qui ont tenté par le passé à en tout cas soutenir des dynamiques d'unification du continent, ou en tout cas d'une partie du continent, ou même de libérer leur peuple et d'aller vers, en tout cas, un meilleur être, un meilleur développement, tous ces dirigeants-là, toutes ces personnes-là, ils ont été purement et simplement éliminés. Et ils ont été éliminés par les puissances aujourd'hui qui les ont colonisés par le passé et qui continuent également à les dominer et à les exploiter. Parce qu'ils n'ont jamais voulu que l'Afrique se libère, ils n'ont jamais voulu et ils ne veulent pas encore aujourd'hui que l'Afrique se développe. Donc il faudrait qu'il y ait un libérateur. Quelqu'un qui est capable de faire face à cette volonté de domination de l'étranger sur le continent africain, cette volonté d'exploitation, de continuer l'exploitation du continent africain. Il faudrait qu'il y ait aujourd'hui une figure africaine capable de stopper tout ça, de faire face à tout cela, de supprimer, n'est-ce pas, cette exploitation et cette domination de l'étranger sur le continent africain pour libérer complètement le continent africain et maintenant appeler les Africains à s'unir en une seule entité, à réunir l'ensemble de leurs forces, à la fois au niveau économique, à la fois au niveau politique, à la fois au niveau sécuritaire, à la fois au niveau culturel, pour constituer un ensemble incontournable sur cette terre. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique a les moyens de se développer qu'aucun ensemble au niveau des 5 continents ne dispose. Les richesses qui se trouvent dans la terre aujourd'hui se trouvent pour l'essentiel dans le continent africain. Et tous les pays d'ailleurs développés se sont développés en utilisant les ressources du continent africain. Ça, c'est incontestable. Aujourd'hui, quand tu regardes l'industrie mondiale, les éléments qui sont utilisés pour développer dans l'industrie mondiale, tu les trouves partout en Afrique. Quand tu regardes le secteur des énergies, les énergies fossiles, ou bien les énergies même vertes, si on peut les nommer comme ça, comme l'énergie éolienne, le vent, comme l'énergie, on a un désert, le désert du Sahara se trouve en Afrique, le désert du Kalahari se trouve en Afrique, n'est-ce pas? Nous avons des forêts. L'Afrique est immensément grand. Tout le centre de l'Afrique, je ne parle même pas, mais depuis le golfe de Guinée, jusqu'en Afrique centrale, jusqu'à vers l'Afrique australe, nous avons des forêts incommensurables, n'est-ce pas? Nous avons des richesses climatiques qu'aucun continent ne dispose au niveau des 5 continents.
Nous avons également des ressources minières qui se trouvent dans la terre, qui répondent aux besoins de toute forme d'industrialisation aujourd'hui sur la terre. D'ailleurs, je veux vous dire que quand tu regardes par exemple l'énergie nucléaire qui est utilisée, la plupart des combustibles viennent de l'Afrique. Les 2 bombes jetées à Hiroshima et à Nagasaki, cet uranium-là a été prélevé du continent africain. Les phosphates, il y en a. Ici, en tout cas, les richesses minières au niveau du continent, ils sont illimités. Donc imaginez-vous maintenant, si aujourd'hui l'Afrique décide de gérer ses propres ressources, de les commercialiser de façon équitable. Nous sommes d'accord pour vendre nos matières premières, mais nous voulons les vendre à des prix justes. Nous ne voulons pas que des pays viennent l'exploiter et aller se développer en nous laissant avec des miettes. Si nous faisons ça seulement, alors ça nous permet véritablement de répondre à l'ensemble des besoins de nos populations. Mais imaginez-vous aujourd'hui, sur la main-d'œuvre que nous avons, le continent africain est en phase de devenir le continent le plus peuplé. En tout cas, s'il se forme en une seule entité, ce sera le plus grand pays au monde, le pays le plus peuplé et le plus grand marché. Pour vous donner un exemple, si tu prends la population, par exemple, de la CEDEAO, des 15 pays de la CEDEAO, cette population est supérieure à la population des États-Unis. Cela veut dire que si les personnes qui vivent dans la CEDEAO, dans les 15 pays de la CEDEAO, ils avaient accès aux revenus, qu'ils pouvaient avoir accès à un travail salarié, avec un salaire convenable, et qu'ils pouvaient payer leurs besoins, le marché va équivaloir à un marché, disons, en termes de nombre supérieur aux États-Unis. Sauf que, évidemment, le revenu états-unien est supérieur au revenu que nous avons aujourd'hui. Mais cela, si maintenant on l'étend au niveau du continent, mais les États-Unis vont devenir un petit truc devant l'Afrique. La Chine également va devenir quelque chose de tout petit devant l'Afrique. Parce que la population chinoise est en recul au moment où la population africaine est en train, n'est-ce pas, d'augmenter. Et la Chine et l'Afrique représentent une fois la Chine en termes de surface, en termes de ressources, en termes de tout ce que vous pouvez imaginer. Donc aujourd'hui, les Africains, avec l'imam Al-Mahdi, qui a la possibilité de les réunir, de les mettre ensemble et d'arrêter toutes les influences étrangères sur le continent, l'Afrique peut devenir dans un délai très court, n'est-ce pas, la première puissance économique au niveau du monde, et donc être capable de soutenir non seulement son propre développement, mais aider également le développement international. Parce que les Africains sont généreux aussi. Voilà ce que je voulais dire par rapport à cette question-là. Et pour conclure, je dirais simplement que le seul obstacle, c'est la libération par rapport à la domination et à l'exploitation occidentale. Et la seule personne capable de le faire, la seule personne capable de donner à l'Afrique son indépendance, c'est l'imam Al-Mahdi Muntazar, qui va donc mettre en place tous les mécanismes qu'il faut et tous les dispositifs qu'il faut pour que justice soit faite, pour que les Africains puissent disposer de leurs avoirs, de leur liberté, mais également de leur continent, et qu'ils puissent se développer, s'aider eux-mêmes et pouvoir aider les autres. Parce que les Africains sont larges et généreux. Voilà. Merci, professeur, pour vos réponses claires et pertinentes. Vous avez parlé de libérateur. Vous avez dit qu'il faut qu'il y ait un libérateur. L'ère du Mahdi, une nouvelle facette de la politique. J'aimerais que vous nous donniez votre avis à travers cette assertion, parce que la mission qu'aura l'imam Al-Mahdi s'avère être une mission très complexe. Donc, comment l'imam Al-Mahdi réussira à allier politique et religion, politique et mysticisme? Oui, merci Madame Ndoye. Évidemment, la mission de l'imam Al-Mahdi ne sera pas de tout repos. Ce sera une mission très difficile, évidemment, comme vous l'avez dit, et très complexe. Simplement parce que déjà, l'Afrique est aujourd'hui un lieu où que tout le monde vient exploiter pour s'enrichir, pour se développer. Beaucoup de pays développés maintiennent leur développement parce qu'ils exploitent le continent. Et donc, ces gens-là ne seront pas prêts à croiser les bras et qu'on leur ôte, n'est-ce pas, cette Afrique-là qui est leur gagne-pain. Donc ça, c'est déjà un premier problème que l'imam Al-Mahdi doit devoir gérer. Mais aussi, les questions liées, par exemple, à la remise de la justice, n'est-ce pas, entre les hommes. Parce que le monde fonctionne sur l'injustice. Cette injustice-là se voit dans tous les niveaux. Les pays les plus forts exploitent les plus faibles, mais les personnes qui sont les plus nantis exploitent les personnes qui sont les plus pauvres. Donc, il y a tout un ensemble de problèmes
que l'imam Al-Mahdi doit donc contribuer en tout cas à résoudre. Et évidemment, ceux qui ont aujourd'hui l'avantage, ils ne vont pas accepter de croiser les bras. Ils ne vont pas croiser les bras, parce que croiser les bras, ça veut dire perdre leur avantage. Bon, en réalité, s'ils avaient bien compris qu'ils n'ont rien à perdre en suivant l'imam Al-Mahdi, ce serait plus facile. Mais je pense qu'ils risquent de considérer qu'en perdant leur avantage qu'ils ont actuellement fondé sur l'injustice, ils vont tout perdre. Alors que fondamentalement, je ne pense pas que cela soit le cas. Il vaut mieux vivre sa vie ici, le faire de façon saine, que de le faire de façon à ce que demain, dans la vie de l'au-delà, qu'on se retrouve dans une situation très compliquée, parce que l'injustice aujourd'hui également sera payée dans l'au-delà avec des difficultés évidemment pour ceux qui le pratiquent. Donc l'imam Mahdi aujourd'hui va être confronté à des problèmes véritablement pour mener sa mission, ça c'est sûr. Mais il faut aussi considérer, savoir que l'imam Al-Mahdi dispose aujourd'hui de tous les avantages pour conduire sa mission et arriver à un succès éclatant. Un succès éclatant parce que le mysticisme dont revêt sa mission, dont revêt en tout cas les pratiques qu'elle va mettre en œuvre pour résoudre l'ensemble des enjeux et des défis auxquels en tout cas il sera confronté, font de sorte qu'il passera à chaque fois de victoire en victoire, parce que la victoire est assurée avant même le décommencement de l'action. C'est ce que je disais au début de l'émission. L'imam Al-Mahdi, en commençant une action, connaît déjà l'aboutissement. Donc il sait que ça va aboutir positivement, et donc tout ce qu'il fait, c'est donc utiliser, n'est-ce pas, les moyens dont il dispose, les moyens mystiques dont il dispose, pour en tout cas arriver à ces fins-là, pour faire accepter, n'est-ce pas, les personnes avec qui il a affaire, en tout cas, ce que lui, il souhaite qu'ils acceptent, n'est-ce pas, pour les faire ce que lui également, il a lieu à les amener à le réaliser, à le faire et à l'accepter. Et donc, c'est ça qui fait la différence entre l'imam Al-Mahdi et le commun du mortel. Parce que lui, au-delà d'être une personne hyper intelligente, au-delà de pouvoir d'utiliser en tout cas toutes les qualités d'un dirigeant, n'est-ce pas? Si on peut parler du charisme, si on parlait de l'intelligence, si on veut parler du savoir, parce que l'imam Al-Mahdi, c'est l'homme qui connaît aussi, qui a tous les types de savoir imaginables, n'est-ce pas? Donc, avec tous ces avantages-là, et en plus de cela maintenant, ces pouvoirs mystiques, n'est-ce pas? Alors il aura véritablement la capacité de mettre les gens en accord par rapport aux vœux que lui-même il est en train de vouloir matérialiser à travers la mission. Et je pense que difficulté il y aura, parce qu'il n'y aura rien de facile, il n'y aura rien d'aisé dans la mission, mais ces difficultés-là aboutiront nécessairement sur un succès éclatant, sur une réussite de façon incontestable. Quand on parle de dirigeants, il faut clairement qu'il y ait des gens derrière ce dirigeant-là. De ce fait, l'imam Al-Mahdi aura des représentants, ses vicaires sur la scène politique. Quels seront le rôle de ces vicaires-là sur la scène internationale? Justement, un dirigeant a toujours évidemment une équipe pour mener sa mission. Parce que en étant une personne, il lui faut des représentants et des personnes qui jouent des rôles précis pour exécuter véritablement l'ensemble des actions à mener dans la mission. Et puis, comme si l'imam Al-Mahdi également a un rôle de diriger le monde, cela veut dire que les musulmans du monde entier seront sous sa tutelle. Et il aura donc à veiller sur leur formation spirituelle, sur leur vie, l'organisation de leur vie, la satisfaction de leurs besoins. Donc, je veux dire, il va les diriger dans des pays différents. Donc, ça veut dire que dans tous ces pays-là, l'imam Al-Mahdi sera représenté. Mais il sera représenté par des personnes que lui-même va nommer. On peut les appeler peut-être aujourd'hui, sur le chemin actuel, des khalifes. Mais ces khalifes-là aussi, ils vont avoir des sortes de cabinets
des gens qui sont avec ces khalifs-là pour s'occuper des différentes missions dans le pays considéré, n'est-ce pas, dans le cadre de la direction, en tout cas des musulmans qui se trouvent dans ce pays-là, et en rapport également avec les gouvernements de ces pays. Parce que, en fait, ces khalifs-là et leurs équipes, ils seront la voix de l'imam Al-Mahdi, ils seront l'interlocuteur des gouvernements locaux, donc qui vont directement pouvoir discuter, échanger et donc arranger toutes les situations avec ce gouvernement-là, mais toujours sur la base de la volonté et donc sous la direction de l'imam Al-Mahdi. Donc je pense que le schéma au niveau de tous les pays du monde, ce sera juste que l'imam Al-Mahdi va avoir des représentants, et ce sera un très grand gouvernement, un gouvernement mondial, n'est-ce pas, qui se trouve dans tous les pays, représenté dans tous les pays, et à la tête de chaque pays, en tout cas, il y aura des personnes qu'on peut appeler des khalifs. Et si on revient sur le vocable, par exemple, disons, occidental, on peut les appeler des gouverneurs. Des gouverneurs qui vont avoir donc leur cabinet pour diriger, n'est-ce pas, avec l'imam Al-Mahdi, cette direction qu'il fera de l'humanité, et il le fera à travers ces équipes-là. Et c'est à la tête de chaque équipe, il y aura donc quelqu'un que lui-même va nommer et qui sera l'interlocuteur entre, n'est-ce pas, les musulmans de ce pays, disons la population de ce pays, le gouvernement de ce pays et l'imam Al-Mahdi. Je pense fondamentalement que c'est comme ça, que c'est ce schéma-là qui semble être celui le plus plausible en matière de fonctionnement du gouvernement de l'imam Al-Mahdi pour diriger cette humanité. Merci encore, professeur. Nous allons passer à la question suivante. Selon vous, dans la politique saine de l'imam Al-Mahdi, quels sont les avantages à élire aux instances de décision des hommes politiques qui ont reçu une formation spirituelle? Oui, Madame Doy, l'imam Al-Mahdi, évidemment, a une manière de fonctionner qui est différente de tout ce qui se passe aujourd'hui. Il est clair que toute personne qui souhaite travailler dans le cadre et sous la direction de l'imam Al-Mahdi doit être préparé à ça. Et la seule manière d'être préparé à ça est d'avoir donc dans son conceptuel les pratiques, je veux dire en termes de connaissances, de sagesse, en termes d'attitude comportementale, avoir un comportement qui est conforme à ce que l'imam Al-Mahdi incarne. Pour avoir ça, il faut avoir une formation spirituelle. C'est ce qu'on appelle en wolof le tarbiya. Donc si tu as cette formation spirituelle, ben, tu vas maîtriser la sagesse du Mahdi. Tu vas également maîtriser les bonnes attitudes que tu dois avoir, parce que pour travailler pour l'imam Al-Mahdi ou bien travailler avec l'imam Al-Mahdi ou bien représenter l'imam Al-Mahdi, tu dois agir à l'image de l'imam Al-Mahdi. Donc là où en tout cas la personne se trouve et que c'est lui qui représente ou que c'est lui qui travaille en tout cas ou qui incarne les valeurs de l'imam Al-Mahdi, lui il doit être un imam Al-Mahdi à son niveau, n'est-ce pas? Il doit être un imam Al-Mahdi à son niveau, il doit avoir les qualités n'est-ce pas, de l'imam Al-Mahdi, n'est-ce pas? En tout cas, que l'imam Al-Mahdi lui a enseigné à travers la formation spirituelle, je veux dire la sagesse, la manière de parler, la manière de vivre, la manière d'avoir des rapports avec les autres, la manière véritablement de se comporter et surtout être un musulman pratiquant et irréprochable. Et également, en tout cas, s'éloigner de tout ce qui est, en tout cas, contraire aux pratiques de la religion de l'islam. Donc, être véritablement un modèle, un musulman modèle, en tout cas, le meilleur du musulman, et aussi, du point de vue des relations humaines et des relations sociales, être une personne irréprochable, du point de vue de la sagesse, du point de vue de la manière d'être, en tout cas, d'avoir les qualités, aujourd'hui connues de tous, comme étant des qualités cardinales enseignées par la sagesse du Mahdi et par l'imam Al-Mahdi lui-même dans le cadre de sa mission. Dans le sens de votre développement, connaissez-vous des personnages dans l'histoire qui ont eu à faire de la politique saine? Oui, Madame Doy, effectivement, donc l'humanité a connu évidemment des personnes qui ont dirigé des États et donc qui les ont dirigés avec une politique véritablement saine. Donc on peut considérer d'ailleurs que la politique saine que va développer l'imam Al-Mahdi
sera juste, disons, une répétition de cette première pratique-là déjà connue dans l'histoire de l'humanité. Et l'exemple type de politique saine qui a été donc mise en pratique dans le cadre d'un État, c'est justement le premier État islamique, n'est-ce pas, à être créé dans l'humanité et qui était donc un État créé par le prophète Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas, qui est le prophète donc de l'islam, donc qui a créé le premier État islamique et qui l'a dirigé avec une politique tout à fait saine, et fondée sur la justice, fondée sur l'équité, fondée sur le droit, et donc dépourvue également de toute forme, en tout cas, de politique intéressée. Donc, c'était une politique véritablement qui était désintéressée, n'est-ce pas, et qui ne visait que l'ordre établi par la divinité, et qui ne visait que, en tout cas, les préceptes, n'est-ce pas, qui aujourd'hui sont circonscrits dans le cadre des pratiques, en tout cas, connues de l'islam, de la religion de l'islam, qui aujourd'hui est la religion principale, n'est-ce pas, de l'homme sur terre. Donc, cette pratique-là, de la politique saine, elle est déjà connue, elle a déjà été donc pratiquée, comme je l'ai dit, par le prophète. Et donc, c'était le cas du premier pays, du premier État, n'est-ce pas, créé comme étant donc un État islamique. Et donc, c'est dans cette mouvance-là que l'imam Al-Mahdi va poursuivre, n'est-ce pas, en dirigeant, n'est-ce pas, l'humanité selon une politique véritablement saine. Alors, professeur, nous allons à la fin de notre émission. Quel sera votre mot de la fin? Merci beaucoup. Je reviendrai sur les remerciements, en commençant par vous d'abord, en remerciant également l'équipe ici présente du point de vue de la gestion technique de cette émission. Mais donc, je ne terminerai pas sans adresser mes salutations, mes remerciements et mes ziars à notre illustre cheikh, à notre illustre dirigeant et guide et Wassila Maoula Seydi Mohamed El Cheikh, bon, qui aujourd'hui donc nous a permis de glaner l'ensemble de ces savoirs qui aujourd'hui nous permettent de nous exprimer aussi clairement sur les notions, n'est-ce pas, d'état islamique, d'état de sagesse, de politique saine, de direction de l'humanité et des États-Unis d'Afrique d'ailleurs, selon le concept et les préceptes que lui-même a développés et qu'il nous a enseignés et qui nous ont permis de bien comprendre comment tous ces phénomènes-là, en tout cas, pourraient, n'est-ce pas, se mettre en place pour que l'Afrique puisse sortir de son marasme économique, de sa pauvreté, de la misère et aller vers des lendemains, n'est-ce pas, de développement, des lendemains de croissance, des lendemains, en tout cas, de sainteté et de sagesse, en tout cas, des lendemains meilleurs en général. Donc, mon mot de la fin, ce sera de remercier évidemment Maoula Seydi Mohamed El Cheikh et de recommander à l'ensemble des Africains, à l'ensemble des musulmans, à l'ensemble, en tout cas, des populations du monde entier, de véritablement savoir qu'une solution aujourd'hui est venue pour sauver cette humanité-là, et aussi bien au niveau du point de vue de l'organisation et de la paix dans le monde, de l'organisation de développement et de la résolution des besoins des populations dans le monde, et surtout l'avènement de la paix durable dans le monde. Et je pense que le monde a besoin de paix, le monde a besoin de développement, le monde a besoin de justice, et tous ces éléments-là, c'est des éléments qu'aujourd'hui incarnent un homme, Maoula Seydi Mohamed El Cheikh, l'imam Al-Mahdi Muntazar, et c'est en cela que je voulais en tout cas attirer l'attention de l'ensemble des personnes qui auront l'occasion d'écouter et de suivre cette émission-là, de pouvoir donc en tout cas avoir l'information s'ils ne l'avaient pas, mais surtout de savoir que ce n'est pas des mots vains que nous sommes en train de faire, mais c'est des mots qui correspondent à la vérité. Et nous prenons tout notre espoir sur cet homme-là pour arriver ici, en tout cas pour ce qui concerne l'Afrique, au développement du continent, à travers son unité, mais à travers également le rétablissement de la justice entre l'Afrique et les autres parties du monde qui l'ont exploité, qui l'ont dominé jusqu'à présent,
et nous tendons véritablement vers la fin de cette domination et de cette exploitation. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam, professeur Pape Sène. Merci beaucoup d'avoir été notre invité et d'avoir répondu aux questions à sa juste valeur. Merci également à l'équipe de la SMTV. Nous vous donnons rendez-vous dans nos prochaines émissions Sagesse Politique. La sagesse du Mahdi, une lumière qui illumine les idées obscures. Elle est le remède aux effets sataniques et maléfiques de l'âme charnelle.